Pour ce nouveau numéro de Sur les chemins du patrimoine, découvrir son patrimoine en marchant, nous restons dans les merveilles du Dauphiné, avec 2 sites extraordinaires, gérés par Visite Nature Vercors, tous les deux. D'abord, le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône, une petite merveille, et ensuite on basculera dans la Drôme, à Saint-Nazaire-en-Royans pour les grottes de Thaïs, là aussi, une merveille de la nature. D'ailleurs, les deux sont joignables avec un bateau à roues, une manière tout à fait originale de visiter ces sites parmi les plus beaux de notre région. Bon, notre randonnée commence ici, sur le parking. On est juste en dessous du terrain de boule de la Saône, à l'entrée du village, quand on vient de Saint-Marcelin, d'accord? On se gare ici, c'est plus pratique et ça nous permet de découvrir le vieux village de la Saône. On est entre balades, entre histoire, nature et évidemment découverte. Allez, c'est parti pour la visite. Allez, notre randonnée entre nature et histoire commence ici, dans le jardin Joseph Laurent, d'accord, à l'entrée du village de la Saône. Jolie, très jolie tour médiévale ici, d'accord. On va descendre dans le vieux village. La Saône n'est pas le plus beau village de la région, mais il garde quelques beaux portails qui rappellent que la ville a vécu pendant longtemps de son tuf, qui a fait évidemment sa richesse et sa gloire. Évidemment, toutes les maisons ici sont en tuf, et les calcaires du coin ont rapporté beaucoup d'argent. Donc les seigneurs locaux se sont installés là depuis longtemps. Bon, pour la petite histoire, les origines de la Saône remontent aux Gaulois, l'oppidum à la place du château, et aux Romains. Un pont existait ici depuis la plus haute antiquité. Sachez que Sonitus Aquae, une plaque dans la fontaine, juste sous la mairie, vient le rappeler, c'est le nom romain du lieu, la Saône, d'accord? 1er siècle après Jésus-Christ environ, un établissement romain devait exister ici. L'exploitation du tuf avait déjà commencé, les Romains ne pouvaient passer à côté de cette pierre à tout faire, facilement découpable, facilement transportable, à foison, un gisement quasi inépuisable en bord d'Isère. Les Romains ne pouvaient ne pas utiliser cette pierre. Il faut dire que le point était hautement stratégique. Traversée de l'Isère, bateau qui remontait l'Isère, qui était un axe de commerce, je vous rappelle à l'époque, beaucoup mieux navigable qu'aujourd'hui, c'est sûr, ce n'est pas qu'un simple torrent alpin. On pouvait naviguer avec des bateaux à fond plat sur l'Isère, qui descendaient d'un côté des Alpes avec du bois, des pierres, etc., pour aller dans le sud et remonter avec ses produits, du sud évidemment, huile et je ne sais quoi. Les Romains avaient vu l'importance stratégique du lieu. Au Moyen-Âge, ça va se confirmer, une maison forte remplace l'oppidum gaulois et installée sur les ponts rocheux et contrôle le pont et le chemin de halage juste en dessous. Et oui, sachez que ce point hautement stratégique rapportait beaucoup d'argent à la seigneurie du coin qui a prospéré grâce au péage du pont et sans doute au péage sous le pont avec le chemin de halage, et que cette seigneurie est devenue opulente au point qu'au XIVe siècle, un beau château a remplacé la vieille citadelle du Moyen-Âge et que véritablement on a là une petite merveille, une seigneurie très puissante. D'ailleurs, les seigneurs d'ici rendront hommage à Humbert II et à Beauvoir-en-Royans, les dauphins, juste à côté.
Bon, devant l'église, un promontoire vous permet de voir l'Isère en majesté. En contrebas, vous avez un éleveur de poissons. Ça se mange et en plus c'est du bon, donc pourquoi pas, hein, si on veut avoir du bon dans son assiette. Au moins on sait ce qu'on leur donne à manger. Allez, on continue notre balade dans la Saône, direction le sentier sur les bords de l'Isère. Ah, le vieux pont de la Saône, 1832. Il a remplacé le vieux pont médiéval. Et il sera remplacé à son tour dans les années 50 par le pont métallique qui franchit l'Isère. Mais si ce pont pouvait parler, il nous a raconté des histoires, hein, des gabarres, bateaux à fond plat, qui remontaient l'Isère et qui la descendaient, amenant les pierres de la Saône un peu partout, dans le département et en France. Allez, c'est le début de la vraie randonnée. Le chemin de halage est par là. C'est parti, mon kiki. Fait ici pour faciliter l'exploitation du tuf, des carrières faciles d'accès, nombreuses tout au long de la rivière, une rivière l'Isère facile pour le transport des pierres. Autant dire que ça allait faire le succès de cette région. Les Romains l'avaient compris et l'ont exploité depuis la plus haute antiquité. Sachez également que les moines de la région l'ont utilisé et que la plupart des monuments médiévaux de la région sont faits en tuf. Le clocher de l'église de Saint-Marcellin par exemple, ou le château de Beauvoir où nous étions dernièrement, jusqu'au 19e siècle, avec la fameuse usine de lacets et de tresses que vous avez derrière moi, du 19e siècle. Elle est carrément en tuf. À Beauvoir-en-Royan, un joli château la dernière fois. On a changé d'endroit, on est toujours dans la même région, très proche de Saint-Marcellin, le jardin des fontaines pétrifiantes. Magali et son équipe sont en train de préparer l'ouverture du jardin. J'ai la chance d'y être quasiment seul, d'accord, ça bosse de tous les côtés, mais bientôt l'ouverture, il faudra venir voir cette petite merveille, à quelques kilomètres à peine de Saint-Marcellin sur les bords de l'Isère. Celle à qui vous devez cette petite merveille sur les bords de l'Isère, c'est Magali. C'est elle qui est en train de préparer ce que vous allez visiter bientôt. Ouverture d'ici peu, on espère. Avec le Covid, ça va pas être évident, mais c'est grâce à ces gens-là que des merveilles comme ça peuvent exister. Bonjour, je suis Magali. Aujourd'hui, Laurent est avec nous. Il nous voit en train de préparer ce jardin que j'espère que vous viendrez voir nombreux pour vous promener dans l'eau, au bord de l'eau et découvrir de nombreuses fleurs. Et c'est pas parce qu'on l'a déjà fait que forcément il ne faut pas revenir, il y a toujours des surprises au jardin des fontaines pétrifiantes.
Bon Laurent, tu fais ton prof d'histoire, c'est bien, tu nous expliques l'histoire des lieux, pourquoi pas, mais tu pourrais aussi faire ton prof de géo. Toute cette eau, elle vient d'où? Et ça se forme comment? Une fontaine pétrifiante? Ah, c'est ici que tout commence. Nous sommes au cœur du plateau de Chambaran, au milieu de la fantastique forêt domaniale du même nom. Sachez que l'eau est ici omniprésente, sous forme d'étangs, comme derrière moi, de tourbières, dans les fossés, au milieu des chemins, elle est partout. D'accord? Elle s'infiltre petit à petit dans le sol pour aller nourrir l'immense nappe phréatique du plateau, qui est à l'origine du mystère des fontaines pétrifiantes. Depuis le plateau de Chambaran, cette eau ruisselle en sous-sol. Elle creuse, elle perfore, elle entraîne avec elle des sédiments, une sorte de pellicule de cristaux de calcaire qu'on appelle calcite. Et au pied des cascades, cette calcite se dépose sur les végétaux qui sont ici, et notamment sur les mousses, pour former des paysages tout à fait spectaculaires, comme pétrifiés. Alors c'est un site qui a une histoire assez étonnante, longtemps carrière de tuf à ciel ouvert, qui servait à construire les beaux châteaux de la région ou les beaux hôtels particuliers de Saint-Marcelin. Et d'ailleurs, sachez ensuite que ça a été un site industriel, une friche industrielle par la suite, complètement abandonnée avant d'être rachetée. Et en 1994, transformé à gros coups de bulldozer en super jardin remarquable s'il vous plaît, une végétation extraordinaire. Et c'est vrai que quand il fait chaud en plein été, c'est une petite oasis. Quand je vous dis que pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des merveilles, le jardin des fontaines pétrifiantes vous propose un tour du monde botanique, avec des plantes qui viennent d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique et qui se mêlent dans une belle harmonie, dans un décor naturel somptueux, une sorte de symphonie végétale et florale, ni plus ni moins, sachez-le, et puis magique, ici l'eau devient pierre. Secret de fabrique, le cristallisoire. Alors c'est vrai que tous les objets que vous retrouvez en boutique, c'est ici, ça se modèle évidemment avec l'eau qui s'écoule, etc. Assez remarquable, ça se visite ça ou les gens viennent ici le voir ou pas? Ça se visite. Donc ça se visitera, c'est en préparation, donc cristallisoire. Bon, conseil pratique quand visiter les jardins, sachez que il vaut mieux soit le bonheur le matin, avant 11h en tout cas, et l'arrivée du bateau à roues à 11h, 150 personnes qui débarquent, ou youyoui, ma préférence, en fin de journée, en été c'est super agréable, vous venez un peu avant 18h et la fermeture des caisses, et là vous avez des chances de vous retrouver seul ou quasiment seul à l'intérieur des jardins, et ça c'est top. Sachez qu'on peut également prendre des visites carrément organisées avec un botaniste, et là c'est une toute autre histoire.
Bon, ce que les petits et les grands adoreront ici, c'est les petits chemins, un petit peu ici, qui montent. Hein, il y a plein de petits trucs pour faire cache-cache. Il y a une rivière, un petit parcours aquatique, on peut tremper les pieds dans l'eau. Et puis c'est vrai que derrière chaque bosquet, une surprise, ici une gargouille, ici des petites têtes sculptées. Il faut ouvrir l'œil, il y a plein de petites surprises cachées un peu de ci, de là. Hein, ceux qui passeront un peu trop vite ne verront rien. Et ensuite, on prend ce beau chemin qui longe complètement l'Isère, qui passe devant les anciennes usines et qui vont quasiment jusqu'aux anciennes carrières qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, on continue encore et après, je vous explique, on traverse l'Isère, on fait toute une boucle, on revient par le pont et ça nous fait quand même aller une grosse heure, 1h30 environ, d'une belle balade entre Isère et Colline, entre jardin des fontaines pétrifiantes et histoire du château de la Saône qui est juste à côté. Le chemin de halage pouvait parler, il vous en raconterait des histoires de bateaux. Imaginez qu'ici des convois de 4-5 bateaux étaient attachés les uns aux autres et que devant 40 bœufs les tiraient pour remonter la rivière. Ce chemin de halage est assez extraordinaire, il longe quasiment tout l'Isère et c'est vrai qu'il a dû en voir passer, comme le château de la Saône d'ailleurs. Bon, on adore cette balade, on peut la faire à vélo d'ailleurs, ça se fait assez bien. Et c'est vrai qu'à pied c'est remarquable, on prend son temps. On peut, entre la rivière, le château de la Saône et finalement les fontaines pétrifiantes un peu partout, le reste des anciennes carrières. Il y a de quoi voir très franchement, il y a de quoi prendre de belles photos. Du chemin des Tuffières, vous rencontrerez des cascades comme celle-là, des cascades pétrifiantes, pas besoin d'aller dans le jardin pour en voir. Là est monumental, on est juste sous le pont. Sachez pour la petite histoire que ces fameuses cascades s'épaississent de plusieurs centimètres par an au fil de l'eau et au fil des accumulations. Au fil des dizaines d'années, voire des siècles, ça donne des véritables monuments naturels comme celle-là avec plusieurs mètres d'épaisseur. Si on la laissait faire au fil du temps, elle traverserait la route, incontestablement. Allez, bienvenue au pays des Tuffières et du Tuf. Évidemment, le durcissement de ce mélange de calcite, de végétaux et de mousse va donner la structure de cette roche ultra légère et très poreuse qu'on appelle le tuf, qui fera la fortune de la Saône et de toute la région. Quand vous vous baladerez sur le chemin des Tuffières, vous remarquerez de ci, de là des carrières abandonnées qui ont fait la fortune des gens de ce coin. Les pierres remontaient et descendaient la rivière.
Pour la petite histoire, le pont de Beauvoir est quand même à 4,5 km. Il faut prendre sur la droite si ça vous intéresse. Soit vous avez pris le chemin qui menait tout droit. De toute façon, vous récupérez cette route. En tout cas, c'est par là. Bon courage à vous. Ça fait de la trotte. Pour nous, on prend à gauche, on remonte sur la Combe, commune de la Saône. On va rejoindre le château par derrière. Et puis, on va rejoindre tranquillement le village de la Saône. Vous voyez de l'eau quand même. Bon, pour le retour, c'est de l'asphalte, c'est vrai. Enfin, il y a quoi? Il doit y avoir 1 kilomètre environ, un petit peu plus peut-être. Mais c'est une route très peu passante, il n'y a quasiment aucune voiture. Donc j'ai envie de dire que ça se fait très bien. Si en plus vous avez un vélo, bon, alors là, ah, mais voilà. L'idée balade, on vous présente la petite balade. Hein, avec la fontaine pétrifiante en fin de journée. C'est l'un des plus beaux châteaux de la région qui se visite que sur invitation évidemment ou alors pour un mariage éventuellement. Et c'est vrai que le point de vue d'ici est superbe et sur les fontaines pétrifiantes en contrebas, génial. Ah, si les pierres de ce château pouvaient parler, elles nous en raconteraient des histoires. Depuis les Celtes, les Gaulois installés sur cet éperon rocheux dominant la rivière, jusqu'aux Romains qui ont construit un pont, j'en ai déjà parlé. Louis XI, le dauphin, futur roi de France, viendra y loger avant d'aller faire ses parties de chasse à Clé, juste à côté. Sachez enfin que le marquis de Lesdiguières, pendant les guerres de religion, viendra mettre le siège devant la citadelle. Casanova, la marquise de la Saône, eh oui, la coquine, elle logeait également ici. Sachez que Vaucanson y testera ses automates, le célèbre industriel, hein, évidemment, et puis que Françoise Saint-Grand, ni plus ni moins, y logera et s'inspirera sans doute du château pour écrire un château en Suède. Eh, histoire, quand tu nous tiens. On ne quitte pas la Saône sans avoir fait un petit coucou à la Vierge Noire. C'est elle qui aurait sauvé, jadis, le village de la peste. Voilà, ainsi s'achève notre numéro spécial sur la Saône et sur les fontaines pétrifiantes. Prochaine étape de notre voyage sur les chemins du patrimoine, les grottes de Thaïs, Saint-Nazaire-en-Royan. Deux façons d'y aller, la première par la route, je vous mets la carte, c'est vrai que c'est le plus pratique. Si vous voulez une façon tout à fait originale proposée par Visite Nature Vercors, sachez que le bateau à roues sera pour vous. C'est ici, juste en bas des fontaines pétrifiantes. Sous le ponton qu'on attend ce fameux bateau à roues, c'est un peu le Mississippi, on remonte l'Isère jusqu'à Saint-Nazaire-en-Royan. Pour réserver, vous allez sur le site de Visite Nature Vercors, je vous le mets là-haut, hein, évidemment pour regarder un petit peu les horaires, etc. C'est une façon tout à fait originale de joindre les deux sites et d'aller visiter la grotte de Thaïs et de se ramener tout doucement. Ensuite, sur la Saône. Bon, pour être tout à fait honnête, attention avec des enfants, l'allée se passera plutôt bien peut-être, c'est vrai, c'est la découverte, etc. au fil de l'Isère.
plus d'une heure quand même de navigation. Le retour avec des enfants risque d'être un petit peu long. Alors à vous de vous organiser.